Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. L'enfant, ce que tu vois là, il se fait à Facebook. Il a vu la photo d'un homme avec beaucoup d'argent comme ça là. Il peut écrire à la personne que mais tu as beaucoup d'argent, hein? On fait comment pour avoir l'argent comme ça là? Le gars lui demande que tu veux avoir beaucoup d'argent comme ça. Il dit oui. Ok, le gars dit ok. Tu fais tout ce que tu dis de faire et tu ne dis à personne. Hein? L'enfant dit oui, je ne vais faire tout ce que tu dis et je ne vais dire à personne. C'est pour ça que l'enfant donne son numéro WhatsApp. Eux commencent à aller causer à WhatsApp ensemble. Eux causent. Il y a les jours, il explique qu'il y a les jours que le type lui dit que tu te lèves à minuit, tu fais un rond comme ça là, tu mets le sel autour du rond là, tu te places au milieu, tu dis ceci, tu dis ceci, tu dis ceci, et l'enfant se lève à minuit pendant que ses parents dorment. Il se place, il fait le rond de sel, il se place là, il dit tout ce que le type a dit. Une autre nuit, il dit que c'est maintenant, aujourd'hui c'est à midi, hein. Quand il y a le soleil, tu pars, tu fais comme ça, comme ça. Tout ce qu'il disait à l'enfant la pesait. Tout ce qu'il disait à l'enfant la pesait. Un matin, l'enfant se lève, il écrit, il ne répond pas. Le numéro est bloqué. Il part à Facebook, il écrit, le numéro ne passe plus. L'utilisateur est bloqué. Il dit aussi qu'il est lui aussi tranquille. Ils ont causé peut-être pendant 2 mois comme ça là. Un matin, la mère se rend compte que son enfant ne fait que maigrir. C'est quoi? Oh. L'enfant ne fait que maigrir. Elle porte l'enfant à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien. L'enfant ne fait que dégrader. Elle porte l'enfant au village, elle parle indigène, rien. L'enfant ne fait que dégrader. Quelqu'un lui dit d'aller à Bamenda, que si elle part là-bas, il y a un type à Bamenda, si elle part là-bas, elle ne trouve pas sa solution, c'est qu'elle va trouver la solution nulle part. Elle porte son enfant par Bamenda. Elle va à Bamenda, tu lui dit que dis à ton enfant de te dire. Dis-lui de lui, il va vous dire ce qu'il a fait. Parce que il faut qu'il vous dise. Parce qu'il connaît, l'enfant dit qu'il ne connaît rien. Le type dit que tu connais, l'enfant dit que je ne connais rien. L'enfant l'avait oublié même, comme c'était banal là. L'enfant ne savait même plus de quoi on parlait. Maman, c'est là où le type l'a dit à l'enfant là, que tu causais avec qui à Facebook par rapport à l'argent. Alors l'enfant dit, il causait avec un père là, qui avait dit qu'il va me faire, il va avoir beaucoup d'argent. Le type l'a dit, voilà, dis-nous. Il t'a dit de faire quoi. L'enfant là tout dit ce que le type lui a dit de faire. Voilà. Le type de Bamenda a dit que vous voyez alors, tout ce que le type là disait de faire, c'est son esprit qui tirait comme ça, Dès qu'il a fini de tirer tout son esprit, il lui est bloqué parce qu'il savait qu'on ne peut plus rien faire pour lui, on ne peut plus le soigner. C'est comme ça là que l'enfant s'y meurt hier. Après 3 mois de maladie, personne n'a pu le sauver. Il est mort à cause de Facebook, d'une rencontre de Facebook. Comme tu entends là, actuellement il est à la morgue en Bouddha. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir. Bonsoir à la team, bonsoir DMG. C'est encore moi, la reine de Nkumu depuis le Gabon. Alors, je viens encore avec une autre histoire. Vraiment, c'est des histoires incroyables en fait. Et puis parfois, je me pose la question de savoir où va le monde, comment on doit vivre maintenant. Parce que on a l'impression que le mot confiance n'est plus dans notre langage. Le mot confiance n'est plus dans notre ADN. C'est même plus dans notre conscience. C'est-à-dire, on vit dans un monde où il n'y a que du profit. Tout le monde est là seulement pour chercher son propre avantage. On vit dans l'égoïsme en fait. Mais bon, on dit tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas, non? Comme Job disait Job lui-même disait dans le livre qui porte son nom, nous ne prendrons pas de Dieu seulement ce qui est bon. Nous prendrons aussi ce qui est mauvais. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon dans le sens que même le malheur est là pour nous former. Le malheur nous forme. Les problèmes sont là pour nous aguerrir. Alors ça, c'est l'histoire d'une dame mariée.
toujours une cliente à moi. Nous allons la prénommer Rose. Et nous allons appeler son mari Jean. Donc, Rose est mariée avec Jean. Ils filent le parfait amour. Ils sont là. C'est le big love et tout. Et puis, Rose, elle aime, voyez un peu, comme on dit chez nous, elle aime le Kwanzaa, quoi. C'est-à-dire le frotti-frotta. Elle aime les crèmes éclaircissantes. Donc, elle est là dans une beauté, dans une fraîcheur. Voilà, machin. Donc, si elle trouve que c'est pas, quand je parle de ça, c'est pas un défaut, hein. Je dis seulement parce que vous allez comprendre le pourquoi un peu plus devant. Alors, elle est Rose et mariée avec Jean. Ils filent le parfait amour. Mais seulement, Jean commence à faire certains voyages. Nous sommes au Gabon, c'est toujours au Gabon. Jean, son mari, commence à faire certains voyages. Il va dans les pays d'Afrique. Je ne vais pas citer le nom, hein, pour ne pas indexer nos voisins. Il va dans certains pays d'Afrique. Chaque fois quand il revient de ce pays, il revient avec une savonnette. Il dit à sa femme, oh Rose, ma chérie, ma femme de moi, tu sais que je t'aime, oh oui, machin. Oh, tu vois, j'aime quand tu as le beau teint là, ton teint là, vraiment. J'aime quand ça glow là. Donc voilà, j'ai vu une dame là-bas qui vendait les savonnettes, machin et tout. Elle a dit que le savon l'a fait comme ça, comme ça. Je t'ai acheté le savon. Rose va faire quoi? Rose va se dire que, ah, quel homme attentionné, vraiment. Vous voyez un peu, elle ne fait que tomber un peu plus amoureuse de son mari, de son homme, de son chéri. Elle prend le savon, elle frotte, elle se lave, machin. Et puis effectivement, elle brillait, machin. C'est dit que, oh, quand bientôt le savon finit, peut-être dans 2 mois ou 3 mois comme ça, le mari voyage encore. Il part encore soit dans le même pays africain ou encore dans un pays d'à côté là-bas. Après, il revient encore, c'est la même chanson. Oh, ma femme à moi, oh, Rose chérie, oh, nanani, oh, nanana, voilà la savonnette, voilà, Rose prend. Mais Rose voyait que non, mais son mari, hein, elle racontait ça à tout le monde que, oh, mon chéri me fait ci, mon chéri me fait ça. Quand il voyage, il m'amène les savonnettes, vraiment. Quand les autres lui demandaient même que, ah, mais Rose, machin, tu brilles, machin et tout. Elle dit, oui. Et tout, c'est mon chéri qui m'emmène ça, mais c'est quel savon? Elle dit, ah, moi, je ne peux pas vous dire parce que c'est un savon, ça n'a pas d'étiquette. Il amène ça dans un pot, et puis chaque fois quand il voyage, il me ramène, il dit que la dame là, comme il va en mission, son mari lui disait qu'il partait en mission dans ce pays-là. Comme il va en mission et tout, donc chaque fois il me ramène ça. Rose commence à se laver avec le savon. Rose est mariée avec Jean depuis haut. Voilà qu'à un moment donné, Rose commence à se rendre compte que sa vie devient bizarre. On ne la drague plus dans la rue. Ne venez pas me dire que, oh, une femme mariée, on ne la drague pas. Non, c'est souvent pas dans ça, les amis. Quand on ne vous drague plus, vous les femmes, que l'on soit marié ou pas, c'est, comment on appelle ça? Je voudrais dire, c'est le signe de quelque chose. Mais il y a une autre expression, je vais trouver. Mais c'est très important. C'est le signe très important que notre étoile est en place, en fait. C'est normal qu'une femme soit draguée. Mais qu'elle donne son numéro de téléphone aux hommes et qu'elle aille dans les rendez-vous de ces hommes-là, c'est là où il y a problème. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Moi, je vois le côté spirituel. Bien. Donc, elle a commencé à remarquer que elle a un beau teint. La femme gloss, elle est glow, elle est bien, propre. Même dans son kwanzaa, elle était propre. Mais les hommes ne s'arrêtaient plus pour la draguer. Elle a commencé aussi à remarquer que entre elle et sa famille, ça n'allait plus. Bon, elle s'est dit que bon, vous voyez, on met ça toujours sur le coup de la jalousie. Oh, peut-être que, machin, vous voyez un peu. Elle a mis ça sur le coup de la jalousie. Elle aussi, elle avait certains business. Elle commence à voir que les business tombent. La mairie vient. Ici à Libreville, au Gabon, la mairie, vient dans les boutiques, les magasins, machin. Parfois, même quand c'est un petit papier de rien du tout, ça devient grave. Au point qu'on lui ferme la boutique. Quand elle va comme ça, là, elle regarde les motifs, elle dit, mais ça, c'est rien du tout. Quand elle repart à la mairie, on dit même que mais ça, c'était même pas un motif de fermeture. Quand on appelle même l'agent en question, lui-même, il ne comprend rien. Il dit qu'il avait seulement envie de fermer la boutique là et puis de la fermer. Que comme ça. Rose s'est retrouvée, elle avait des problèmes avec tout le monde. Elle avait des problèmes avec les voisins.
Elle avait des problèmes avec sa famille. Elle avait des problèmes dans sa belle famille. Même, c'est-à-dire, il suffit qu'elle mette les pieds même à un deuil. Ça devient un problème. Il se peut qu'elle soit même assise quelque part. Le problème va quitter là-bas, venir le trouver. C'est là, elle a dit que ça, c'est quelle vie? Pourquoi depuis un certain temps, je vis dans ça? Il y a quoi? Et puis, elle sentait déjà que, en fait, ça ne va pas, quoi. Elle disait que, elle m'a dit, elle ne sait pas sur quoi elle peut se baser, mais c'est dans son âme, en fait. Elle sent que quelque chose ne va pas. Et ça commençait à durer. Les nuits, elle ne dormait plus. Elle est poursuivie dans les rêves. Elle se bat dans les rêves. Elle est toujours... Il y avait toujours un truc. Son sommeil n'était jamais tranquille ni paisible. C'est comme ça qu'un jour, elle est partie chez les Noirs. Elle est partie chez les Noirs, elle est partie chez certains gangas. Les gangas ont dit, certains gangas ont dit, oh non, c'est ton grand-père qui est mort, qui t'a mis un truc. Oh non, qui t'a mis le mocara au corps. Oh machin. Elle est revenue. Elle sentait toujours que non. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore tombé sur la vérité, ton âme te dit, mais toi-même te dis que oui, ce que lui est en train de dire, c'est ça qui est vrai. Mais elle dit que, ma chérie, je n'étais pas encore tombée sur la bonne version. Elle est allée de nganga en nganga. Elle est même allée d'abord chez les pasteurs. Les pasteurs ont dit la même chose. Oh non, c'est ton grand-père, c'est le côté maternel. Il y a un pasteur qui a dit c'est le côté maternel. Il y a un autre pasteur qui a dit non, c'est le côté maternel. Mais sans précision. On ne te précise pas dans le côté paternel ou qui ou quoi. Rose a continué à chercher. Elle dit que ça lui a pris 2 ans. 2 ans. C'est comme ça qu'elle arrive chez un autre nganga maintenant. Elle part. Elle explique que voilà, je me sens comme ça. Je sens que ça ne va pas. C'est comme ça que le nganga là. Quand je dis ça, hein, je ne dis pas que je ne suis pas en train de faire la publicité des nganga. Non. Je vous explique une histoire. Et cette histoire ne veut pas dire que on doit aller chez les nganga. Non, c'est chacun dans sa vie qui décide. Les autres qui partent, tu les prêtes, il n'y a pas de souci. C'est chacun qui fait de sa vie comme il ressent en fait. Celui qui dit qu'il reste dans les prières, l'essentiel est qu'il s'en sorte. Vous me suivez, non? Bien. C'est comme ça qu'elle est partie chez un nganga. Le nganga là lui a dit que madame, vous êtes mariée, oui. Votre mari s'appelle comment? Oh, il s'appelle Jean. Ok. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Oh, depuis bientôt déjà 8 ans. Bon. Ah, votre mari, quand il voyage tout le temps, il va où? Elle dit non, il va en mission. C'est son travail qu'il envoie. Il me dit il va en mission et tout et tout. Et c'est comme ça que le nganga là lui dit en ce moment, ton mari a Libreville le Gabon. Il dit non, il a voyagé, il est parti encore en mission. C'est là où le nganga lui dit que bon, quand il va revenir de mission, hein, oui, il va amener un savon. Il dit quoi? Il dit mais comment vous savez ça? Il dit que mais tu es venu ici là pourquoi? Elle était étonnée, Rose était étonnée. Il dit qu'il va ramener encore un savon. C'est comme ça que Rose bloque d'abord le nganga. Il dit papa, bloquez d'abord. Quand vous dites encore, c'est là le nganga dit ça là c'est bon, ça veut dire que tu comprends. Le encore là, ça veut dire que chaque fois quand il revient de ce pays-là, il te ramène quoi? Elle dit un savon. Il dit mais pourquoi il ne t'amène pas un sac, une chaussure? Toujours un savon qui vient de XX parce qu'il veut que ton teint soit brillant, machin. Elle dit oui, chaque fois. Pendant ça dure, mais chaque fois. Il dit justement, c'est pas un savon simple. Rose dit pardon, Rose dit non, faut arrêter. Savon simple, il dit que non, c'est un savon travaillé. C'est un savon travaillé qui est là pour transférer les chances. Rose me dit que, ma chérie, elle dit qu'elle est restée d'abord là, c'est comme si son âme est quittée et partie, si c'est où, avant de revenir. C'est comme ça, elle dit que comment ça? Il dit, bon, le nganga lui dit, je vais t'expliquer. Quand tu te donnes le savon, tu l'utilises, non? Elle dit, oui, je l'utilise. Il dit que ton mari a fait un système d'évacuation d'eau dans votre douche. Votre douche, il a fait une évacuation d'eau pour que quand chaque fois tu te laves, au moins 1 fois par jour ou 2 fois par jour, il est toujours là. Même s'il est dans la chambre, tu penses qu'il est dans la chambre, il est dans le salon et tout. Mais toi, tu es en train de te laver à la douche. Il a fait une évacuation d'eau. Quand tu es en train de te laver avec ce savon-là,
qu'il a ramené de pays étrangers, lui recueille l'eau de cette saleté de savon. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand Rose se lave, l'eau du savon, là, ouais, non, quand tu te frottes et tout, soit tu as vu le gras de corps, maintenant tu te rinces. La saleté là du rinçage là. Son mari a fait une évacuation d'eau derrière. Il a mis un bidon, derrière. Donc, la saleté du corps qui sort de Rose, le monsieur là récupère ça dans un bidon. Et il part, il ramène ça chez, quand il voyage là, il voyage, ou bien il appelle l'autre, son ganga dans l'autre pays là-bas, qui lui montre maintenant comment il va faire avec l'eau de rinçage de sa femme. Vous suivez? Voilà. Rose était dépassée. Et le ganga lui a dit, tu vas commencer pour un début, il va revenir peut-être dans 1 ou 2 semaines. Hein, oui. Il va ramener encore un savon. Ne prends ça, mais ne te lave plus jamais avec un savon, même s'il te dit que oh, j'ai acheté le savon dans la boutique. Ne te lave plus jamais avec un savon que ton mari t'a donné. Et si tu as un savon dans la douche, faut le cacher. Parce que quand il va se rendre compte que peut-être tu commences à réfléchir, peut-être, il va aussi travailler le savon que toi-même tu as acheté à la boutique. Il va aussi travailler ça. Parce qu'il veut l'eau du rinçage de ton corps. Oh Yahweh, pardon. Moi j'étais dépassée, je l'écoutais seulement. En fait, je ne savais même pas quoi lui dire. Il dit c'est comme ça que Longanga là, lui a donné des conseils, donné. Et le Longanga est maintenant en train de retravailler pour lui rendre tout ce que son mari a recueilli avec l'eau de rinçage. Mais Rose dit que c'est pas facile. Hein? Le Nganga là, lui a dit que c'est pas facile. Le Nganga lui a dit que si tu connais aussi un exorciste, le prêtre va aussi, tu ajoutes pour que les forces soient cumulées. Parce que ton mari est rentré dans quelque chose de compliqué. Et toi-même, mets les genoux à terre pour prier. Nganga là, lui a dit ça. Mets les genoux à terre pour prier. Parce qu'il ne va pas laisser, il va changer de mood. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, je viens ce soir vous raconter cette histoire, vous connaissez la chanson. Nous devons toujours faire attention. Et vous voyez que, à trop faire attention, même avec le mari, les quoi, en fait, je ne sais plus en fait. C'est-à-dire que ça nous enlève la joie de vivre. On ne peut pas vivre en permanence sur le qui-vive, stressé, non. Mais ce qu'on peut faire constamment, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Thessaloniciens, prions sans cesse. Ça là, nous sommes capables de le faire. Bisous, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir la team, bonsoir DMG. C'est la reine de Nkoumou depuis le Gabon. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du vol de l'étoile à travers l'argent. C'est une histoire qui s'est passée depuis des années en fait. Alors ce monsieur, nous allons l'appeler Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a fini ses études, il a fait le concours pour devenir fonctionnaire. Et vous le savez, quand on fait le concours pour devenir fonctionnaire, il est allé dans une école pour être formé. Et pendant ce temps, vous le savez très bien, il faut prendre des taxis, il faut manger, il faut des petites choses en fait pour subvenir à ses besoins. Et Jean-Baptiste n'avait pas tout ça. Jean-Baptiste n'avait pas de soutien. Jean-Baptiste n'avait personne en fait. Alors Jean-Baptiste a trouvé un usurier. Au Gabon, on appelle ça les prêts par intérêt. Donc, au Gabon, c'est souvent, vous prêtez 100 000, bon, vous devez rendre 30%. Donc, quand le mois, à la fin du mois arrive, vous rendez 130 000. Et puis parfois, quand vous ne pouvez pas rendre le capital, vous payez les intérêts. Bien. Maintenant, aujourd'hui où je vous parle, le Gabon, c'est interdit. Avec le nouveau président, les choses ont été refaites. C'est franchement interdit maintenant. Mais je vous raconte l'histoire d'abord de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste
Alors, il a trouvé un monsieur qui lui faisait des prêts par intérêt. Chaque fois qu'il en avait besoin, il prenait. Et puis, quand il avait un peu les moyens, il remboursait. Chaque fois, c'était comme ça. Au point que le monsieur qui lui prêtait de l'argent, c'était un homme du Niger. Je ne sais pas pour indexer qui que ce soit, hein, je vous précise un peu comment ça s'est passé. Alors, c'était un monsieur du Niger. Voilà. Alors, Jean-Baptiste, avec son usurier, ils s'étaient devenus comme des amis. Et Jean-Baptiste lui faisait confiance. Et ça a duré pendant des années quand même. Tout le temps qu'il était à l'école pour la formation, il partait, il prêtait, il venait rembourser, et ainsi de suite. Le monsieur, l'usurier, qu'on va appeler Ahmed. Ahmed savait déjà que, bon, forcément, Jean-Baptiste devait venir rendre, ainsi de suite. Et ça a duré des années. Voilà comment. Après, vous savez que quand on sort de l'école et après l'affectation, il y a un rappel. Alors, Jean-Baptiste a reçu son rappel. Il avait duré un peu avec l'argent d'Ahmed, l'usurier. Alors, il a compté. Après, il est parti pour rendre le prêt avec les intérêts qu'il avait eus. Il voulait solder, quoi, finir avec cette manière de faire. Parce qu'il s'est dit que, bon, maintenant, il a son salaire. Donc, pourquoi continuer? Et c'est comme ça que, quand il arrive devant Ahmed, Ahmed lui dit, il se salue, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ah, vraiment, c'est bien, tu es venu et tout. Pardon. Et puis Ahmed lui fait asseoir. Je suis grippée, oh. Après, Ahmed lui fait asseoir. Ahmed lui dit, non, c'est pas grave. Moi, je te fais don de cet argent. Tu sais que tu as été un bon client. Tu étais bien. Tu ne m'as jamais bouffé. Même quand tu dures comme ça, tu m'appelles, tu venais toujours rembourser. Donc, moi, je te fais don de cet argent-là. Du capital avec les intérêts. Ah, Jean-Baptiste a vu seulement que, peut-être c'est la main de Dieu, hein. Jean-Baptiste a dit, c'est sûr que c'est la main de Dieu. Dieu m'a récompensé. Dieu veut m'aider. Des trucs comme ça. C'est comme ça que Jean-Baptiste part, tout content et tout. Il retourne chez lui, il devient fonctionnaire. Il ne fait plus les prêts par intérêt. Et puis, il est content. Les années passent. Jean-Baptiste fait des enfants. Il a fait 2 ou 3 garçons comme ça. Les enfants grandissent, c'est tout. Mais seulement Jean-Baptiste remarque que l'argent ne dure pas dans ses mains. Jean-Baptiste n'a rien fait de son argent en tant que fonctionnaire. Jean-Baptiste n'a rien fait. Il n'a pas acheté de voiture. Il n'a pas créé un business. Il n'a pas construit. Et pourtant, il pouvait le faire. Petit à petit, même avoir une petite bicoque, quoi. Au Gabon, les bicoques, c'est les maisons les plus simples, même avec des murs durs, avec les planches en haut. Jean-Baptiste n'a pas eu à faire ça, il n'a pas pu. C'est-à-dire, quand il avait son argent, il y avait toujours quelque chose. Non. Le point que Jean-Baptiste est habitué à cette vie. Toujours en disant, le mois prochain, demain, je vais. Et les années sont passées. Jean-Baptiste a vieilli. Ses enfants ont grandi. Ses enfants aussi ont commencé à travailler. Et ses enfants ont commencé aussi à avoir le même problème. C'est-à-dire, l'argent qui ne dure pas en main. Au début, bon, personne ne fait allusion parce que personne ne prête attention. On dit toujours qu'il y a enfants et enfants. Alors, parmi les enfants de Jean-Baptiste, il y a un que cela inquiétait un peu. Il a dit non, ça c'est pas normal. Il a dit à ses frères, ils étaient 3 ou 4, il a dit à ses frères, c'est pas normal. Papa n'a rien fait avec son argent. Quand même, papa a grimpé les échelons, papa a touché de l'argent. Papa n'a même pas eu une bicoque. Hein? C'est nous qui sommes encore obligés de le loger à sa retraite. Le petit là a dit non, ça dort. C'est comme ça que il est parti voir un pasteur, un prêtre, quelque chose comme ça. Et puis le prêtre n'était pas un voyant, même parce qu'il n'est pas allé, il est parti expliquer le problème, mais on ne lui a pas dit exactement ce qui se passait. Alors lui-même, avec sa propre intelligence, avec le peu qu'il savait, il est venu, il a commencé à prier. Il a commencé à taper les jeûnes de 3 jours, jeûne d'Esther. Après jeûne d'1 semaine. Jeûne d'Esther, c'est un jeûne à sec. Quand il tape comme ça, et quand il finit, il se repose 1 semaine, 2 semaines, il refait encore, ainsi de suite. C'est là où, après les jeûnes, les rêves, Dieu lui répond maintenant à travers les rêves. Alors Dieu lui révèle dans un rêve
Dans le rêve, il voit quoi? Dans le rêve, il voit que lui, son fils, le fils de Jean-Baptiste, on va le surnommer Dieudonné. Donc, le fils de Jean-Baptiste, Dieudonné, qui cherche la solution, après avoir fait les jeûnes, il fait des rêves. Dans le rêve, Dieudonné, le fils, est poursuivi par des bandits. Il court, il est en train de courir dans le rêve. Oh, il dribble les bandits, il va à gauche, il va à droite, il dribble. Et dans le rêve, il arrive devant la maison de son père. Non, il arrive devant une maison. Quand il veut rentrer comme ça, le père sort. Il explique au père les problèmes. Oh non, voilà, les bandits me poursuivent. Et tout. Donc, lui-même, dans le rêve, il ne comprend pas pourquoi les bandits le poursuivent. Mais dans le rêve, le père a eu un geste, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il part dans la maison, il prend l'argent de Dieudonné. Il dit à Dieudonné, ça c'est ton argent. Mais je vais prendre ça, je vais payer les bandits. Comme ça, ils vont te laisser. Et c'est comme ça que le père prend l'argent de Dieudonné, il donne aux bandits. Et les bandits s'en vont. Dieudonné se réveille. Dieudonné ne comprend pas le rêve. Il dit que ça, c'est quel rêve encore? Et puis, il a même commencé à soupçonner son père que, mais pourquoi dans le rêve là, est-ce que papa connaissait les bandits? Mais pourquoi c'est mon argent que je lui ai donné de garder d'après l'explication des rêves, machin? Dieudonné dit que ça dort. Il soupçonnait déjà son père, il n'avait plus trop confiance en fait. Il prend ça, il met de côté. 2 mois après, allez, il tombe encore dans un jeûne. Il a fait un jeûne de 3 semaines. Quand il finit là, il prend encore le jeûne d'Esther à sec. Toujours après ça, il y a des révélations. Maintenant, Dieu lui montre que il voit maintenant le déroulement de la vie de son père. Il voit le déroulement de la vie de son père. Il voit comment ça s'est passé. Il voit comment son père partait faire des prêches chez M. Ahmed et qu'il partait rendre de temps en temps et ainsi de suite. Après, à un moment donné, le rêve avait été, il faisait des rêves par intermittence. C'est-à-dire, aujourd'hui, il rêve une partie, demain, il rêve une autre partie. Et dans une des dernières parties, il voit comment son père va rendre l'argent à Ahmed. Ahmed refuse. Ahmed fait don de cet argent à son père, Jean-Baptiste. Et puis, Jean-Baptiste rentre chez lui. Quand Dieudonné se réveille, il se pose la question, mais ça c'est quelle qualité de rêve? Alors il va chez son père, il pose la question. Papa, oui, je t'ai vu dans un rêve, tu faisais ça, 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 ça. C'est là le père se rappelle, oui, oh, quand j'étais jeune, voilà, je faisais comme ça, je faisais comme ça. Oui, le monsieur là s'appelle Ahmed. Oh, mais il est même rentré dans son pays au Niger. Et puis le père lui demande, mais comment tu sais ça? Il explique à son père que bon, voilà, j'ai fait j'ai un jeûne et tout, et puis bon. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est cette histoire qu'on me montre, que Dieu me montre. C'est comme ça que Dieudonné reste. Il se pose des questions. Et puis le père aussi, il ne fait pas de lien. Dieudonné, toujours dans l'histoire, il se dit que non. Et puis après, le premier rêve lui revenait toujours. Pourquoi c'est son argent qui a été? Et il a continué. Je pense qu'il a fait un travail de jeûne pendant 6 mois. Il était vraiment décidé. Hein? C'est comme ça que quand il fait le dernier jeûne, Dieu lui révèle maintenant que c'est la richesse. Non seulement, non, Dieu lui révèle et puis Dieu lui montre un dernier rêve, comment lui, Dieudonné, est parti chez un monsieur musulman. Parce qu'Ahmed était musulman. Il part chez un monsieur musulman et il est maintenant en train de récupérer. Il récupère. Avant de récupérer, il voit d'abord dans une partie de rêve comment on lui montre. Il est dans une ville que lui, Dieudonné, ne reconnaît pas, mais on lui montre que regarde ce que ton père devait gagner. Donc, il voit les richesses d'Ahmed. On lui dit que mais c'est Ahmed, ça, tout ça appartient à Ahmed. Mais c'est tout ce que ton père devait gagner. Mais Dieudonné est tombé des nues. Et on l'explique que c'est Ahmed qui a renversé la situation. Il a vu que ton père, Jean-Baptiste, était un homme de chance. Il avait la chance, il a renversé la situation. Le fait qu'il n'a pas récupéré son argent, il a échangé la richesse de Jean-Baptiste. Donc, il a pris la richesse de Jean-Baptiste et il a échangé avec un esprit de pauvreté. Et Dieudonné était dépassé. Surtout que dans le rêve, on lui a montré tout ce que représentait la richesse de son père, mais chez Ahmed, au Niger. Oh,
Quand Dieudonné se réveille, Dieudonné était dépassé. C'est comme ça que Dieudonné cherchait maintenant les voies de solution. Il a commencé à aller maintenant chez les prêtres exorcistes, les pasteurs, les voyants, pas chez les Nganga. Il a beaucoup insisté chez les chrétiens. Et là-bas, il y a un qui lui a dit, bon, tu as deux choix. Soit tu brises ce lien. Tu brises ce lien-là parce que ça devient un héritage. C'est-à-dire le problème était chez votre père et vous tous, vous avez hérité du même problème. Si vous ne brisez pas ce lien, même vos propres richesses sont en train de travailler chez Ahmed. Donc Ahmed a pris la richesse de Jean-Baptiste, plus vos richesses de tous ses enfants. Mais Dieu a dit, il dit que oui, en ce moment où vous parlez, Ahmed est riche dans son pays. Alors, Dieu a dit, mais non. On lui a dit que bon, soit si tu brises ça bien, Dieu donné, et tu brises, tu commandes le retour en l'envoyeur, Ahmed, tout ça, il va perdre sa richesse et vous allez la récupérer. Ça va prendre du temps, mais vous allez la récupérer. Votre père, même si votre père n'est plus là, mais vous allez récupérer les choses un peu. Soit vous brisez seulement les liens. Vous brisez seulement les liens et puis le processus va s'arrêter et vous serez libéré de cette prison, de cet esclavage-là. Dieu a dit que qui c'est? Oh, il n'a pas dit qu'on va briser le lien. Il faut que je récupère. Moi, mon père ne lui a rien fait. Moi-même, je n'ai rien fait à Ahmed. Comment se fait-il que tout, nous, on va maintenant travailler? Non. C'est comme ça que Dieu a tout fait. Les prières, ça lui a pris du temps, pratiquement 2 ans. Il mélangea avec les prières, les travails spirituels chez les prêtres exorcistes, chez des pasteurs puissants, jusqu'à ce qu'il a réussi à tout briser complètement. Et ça ne fait pas longtemps qu'il a fini le travail. Il dit que ça commence à aller un peu. Quand son salaire à lui rentre, il n'a plus trop de problèmes. Il peut même mettre l'argent en banque. L'argent reste en banque 2 mois, 3 mois. Il n'y a aucun problème. Au point qu'il peut s'asseoir maintenant pour faire un projet. Est-ce que nous nous rendons compte, je ne peux pas dire vous, c'est nous tous, les prêts par intérêt là. Les prêts par intérêt, vous voyez jusqu'où c'est allé? N'oublions pas de faire attention à nous. N'ayons pas des longs yeux. Parfois, il faut nous contenter. Je ne sais pas, on dit toujours, on donne des conseils, mais bon, c'est chacun dans sa situation. En tout cas, on ne cesserait jamais de le dire, prions sans cesse. Peu importe la religion à laquelle nous appartenons, le Dieu est un seul Dieu tout-puissant. Prions sans cesse, que nous ne tombons pas dans les mains des usuriers de ce genre. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien ici et que le week-end a été quoi. Likons, partageons, commentons. Car je suis sûr que en faisant ça, beaucoup d'entre nous seront avertis sur certains dangers. Je suis même l'une de ces personnes qui a été avertie et ça a fait en sorte que je ne puisse pas tomber peut-être dans ce qui aurait pu être un piège. Voilà. Moi, mon histoire concerne les réseaux sociaux et ces personnes qu'on rencontre en ligne. Voilà. Donc, c'est une toute petite histoire. Je ne sais pas si réellement elle est mystique, mais d'après mon avis, je pense que elle n'est pas nette en fait. Bon voilà, je vais me lancer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux, surtout Facebook quoi. Franchement, j'ai grandi dedans. Depuis 2010, j'y suis. Donc, je suis un fidèle abonné. Voilà. Un soir, je suis en train de scroller sur Facebook. Tout à coup, je reçois une demande. La notification apparaît juste en haut. Je décide de rentrer dans la notification de demande d'amis. Quand j'ouvre, Seigneur, une très belle fille. True. J'ouvre direct automatiquement, j'entre dans son profil. Automatiquement, j'ouvre ses photos. Waouh. Une très belle femme. Automatiquement, je suis un homme quand même. Automatiquement, je tombe.
prends le coup de tête de l'enfant, maman. Donc, je reçois la demande, j'accepte. En acceptant la demande, j'ai pas envoyé de texto. J'ai décidé de juste accepter la demande et de laisser comme ça. Je ressors, je me déconnecte. En soirée, en me reconnectant, j'ai reçu un texto. C'est la dame qui m'a envoyé la demande. Merci, franchement, merci d'avoir accepté ma demande et voilà. Je réponds automatiquement, il n'y a pas de quoi, c'est vraiment rien. De là, part une longue conversation qui va durer à peu près 2 semaines et demie. Dans cette conversation, c'est quoi? On apprend à se connaître, quoi, situation géographique et tout ça et tout ça. De là, j'apprends que la dame n'est même pas au Gabon. La dame est dans un autre pays d'Afrique. Donc, on continue comme ça, on parle chaque soir on parle. La dame décide de changer de... On va dire quoi, elle est fatiguée de m'écrire en passant par Facebook. Elle me dit, voilà, j'aimerais que tu me passes ton numéro WhatsApp si ça ne te dérange pas. J'aimerais qu'on parle, toi et moi, sur WhatsApp Messenger. Je dis, bah ok, il n'y a pas de souci. J'envoie mon numéro WhatsApp. Quand j'envoie mon numéro WhatsApp comme ça, la demoiselle fait, on va dire, 2 jours. 2 jours, on se parle pas, il n'y a rien. Le 3e jour, je reçois un texto. Bonjour, comment tu vas? Voilà, on commençait à papoter un peu là. Elle me fait comprendre que les 2 jours là, elle n'avait plus de téléphone et tout ça. Et que si elle m'a demandé mon numéro WhatsApp, c'est pour parler des choses qu'on va dire être plus érotiques. Voilà. Elle me fait comprendre ses penchants érotiques. Elle me dit, avec son ex-copain, ils avaient l'habitude de faire des rapports à distance. Et cela grâce aux appels vidéo WhatsApp. Je dis, ah bon? Bah ça alors c'est bien. Elle me dit voilà, elle voudrait refaire la même expérience avec moi. Et que elle sera vraiment aux anges si elle parvenait à faire l'amour à distance en appel vidéo. Au fond de moi, je dis, Tchou, ça c'est encore quelle histoire? Je dis, ouais, je verrai. Mais au fond de moi, je suis pas chaud, quoi. Je suis pas chaud. Au fond de moi, je suis, on va dire, je me dis, c'est une inconnue. Pourquoi je vais commencer à faire des trucs comme ça avec une inconnue? Et puis là, un détail me revient en tête. Dans les 3 semaines et demie qu'on avait passé à parler là, jamais je n'ai reçu un message vocal de cette dernière. Jamais je n'ai reçu un appel de cette dernière. Tout ça pour dire que tout ça, je n'avais jamais écouté la voix de cette personne pour savoir si c'est bel et bien une femme ou c'est peut-être un pirate, tu vois. Premier jour qu'elle me fait comprendre qu'elle aimerait qu'on fasse les rapports à distance en appel vidéo, j'ai fait tout pour changer de sujet et tout ça. On a changé de sujet. On a banalisé. 2e jour, pareil. Elle était très insistante, hein. Très insistante. 2e jour, pareil. Que voilà, j'aimerais que voilà, ça se passe comme ça et tout ça. Et c'était à chaque fois la nuit. La nuit aux environs de, on va dire quoi, 23h qu'elle appelait. 22, 23h à chaque fois. Qu'elle me parlait de ça, quoi. Que voilà, elle aimerait faire l'amour au téléphone. Je dis, ah maman, moi je suis un gars vraiment pudique et je suis pas le genre à montrer ma nudité à n'importe qui, et de surcroît à une personne qui est à distance que je n'ai pas connue personnellement. Elle a fait comme si elle ne m'avait pas écouté. Elle a banalisé
Elle est passée à autre chose. Le lendemain, à 23h, elle lance l'appel vidéo. Je reçois l'appel. Je regarde sonner. Je ne réponds pas. Elle m'envoie un texto où elle me fait comprendre que voilà pourquoi je réponds pas à ses appels. Si j'ai à l'appeler, c'est parce qu'elle aimerait faire ce dont on a parlé la dernière fois en appel vidéo. Mais ce qui me fait tiquer, c'est que la meuf a été très insistante sur l'appel vidéo. Elle ne parlait plus que de ça en fait, que de ça, que oh appel, s'il te plaît réponds mon appel vidéo, s'il te plaît, j'en ai vraiment envie et tout ça. Et en fait j'étais vraiment dépassé quoi, jamais vu ça. Elle a appelé à peu près une affaire de 23 fois. Appel vidéo. Quand moi j'ai vu ça, j'ai tiqué. Et tout à coup, il y a une histoire qui m'est venue en tête, que j'avais écoutée sur la page de DMG là. Où, je sais plus comment ça s'était passé, mais la personne avait reçu un appel vidéo. Et dans l'appel vidéo, c'était un pagne rouge qu'ils avaient exposé comme ça. Et c'est au 23e coup de fil en fait que l'histoire là me vient en tête en fait. Et j'ai tiqué. J'ai jamais répondu. Après les 23 coups de fil d'appel vidéo là, quand j'ai pas répondu là, la meuf m'a bloqué de partout. De partout. Ça veut dire que même sur Facebook, je pouvais plus l'envoyer le texto. Les textos qu'elle m'avait envoyés sur Facebook depuis là, tout était effacé. Ça veut dire que je ne voyais que mes textos. Et la demande, tout ça, la machine. En tout cas, elle m'avait bloqué. La seule chose qu'on peut voir, c'est juste sa photo qui apparaît dans le fil de la file de discussion là. Donc, moi, cette histoire m'a vraiment choqué. Tu vois. Et il se peut que c'était la même histoire que cette personne avait vécue, que j'avais écoutée sur la page DMJ là. Mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et des 23 appels vidéo qu'elle avait appelés là, je ne sais pas comment. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est Dieu. C'est au 23e coup de fil, au moment où je veux répondre, où je me souviens de cette histoire. C'est vraiment chelou. Et voilà, je vous la partage parce que je sais qu'il y a beaucoup qui facilement tomberont dans ce genre de piège quoi. Il y a beaucoup qui sont aussi tombés. Mais grâce à l'histoire que j'avais écoutée, on peut dire que je suis pas tombé. Je ne sais pas si c'était, on va dire, si c'était mon cas, tu vois. Si peut-être cette personne voulait prendre quelque chose sur moi ou bien je sais pas. Mais que quelqu'un vous appelle 23 fois, appel vidéo, franchement, c'est chelou quoi. Donc, je tenais à la partager avec vous. Et peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre quoi, voilà. Merci et désolé, c'est la première fois que je raconte. Je me suis peut-être un peu embrouillé. Mais voilà, désolé de la longueur. Allez, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la team DMG. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous sommes le 18 avril 2025. C'est la reine de Nkoumou depuis le Gabon. Alors, depuis plus de 15 ans, je suis dans l'événementiel. L'événementiel à plusieurs niveaux, en fait. Donc, je fais parfois dans tout. Mais c'est pour vous préciser parfois comment je fais pour avoir certaines histoires de certaines personnes. Alors, ça, c'est l'histoire d'une de mes clientes. Elle m'a permis de vous la raconter. On va la prénommer Stéphanie. On va lui donner le prénom de Stéphanie. Et puis, sa dame de compagnie, on va lui donner le prénom de Anne. Voilà. Donc, voilà que Stéphanie prépare son mariage. Et vous savez, quand on prépare son mariage, on s'organise. Et ceux qui sont au Gabon le savent. Quand on fait un mariage au Gabon, soit on fait un mariage 2 en 1, soit on fait un seul mariage, on fait 2 en 1, c'est ça. C'est-à-dire, on fait le coutumier, on fait le civil le même jour.
et puis on fait une seule soirée. Voilà. Maintenant, il y a certaines familles qui décident que non, c'est un peu fatigant. Donc, ils font d'abord le coutumier, ils font une soirée et ensuite ils font le civil. Bon, voilà, c'est chacun qui fait son choix. Maintenant, Stéphanie avait organisé son mariage. Trop bien fait, tout ça et tout. Et puis, Stéphanie a choisi sa dame de compagnie. Sa dame de compagnie qui s'appelle Anne. Et comme je ne cesse jamais de conseiller les mariés, nous devons faire attention. Non, ne choisis pas une dame de compagnie, oh, parce qu'on a grandi ensemble. On ne choisit pas une dame de compagnie, oh, parce que c'est ma soeur, c'est ma CP. Non. Pardon. On ne choisit pas une dame de compagnie parce que, oh non, oh, c'est la... On ne tenez pas compte de, je sais pas, de tout ce qui vous relie. Parfois, c'est vrai. Mais tenez compte d'abord de l'esprit de la personne. Est-ce que vous voyez? Il faut savoir, quand vous organisez votre mariage, ne pensez pas que vous savez tout en fait. Prenez le temps d'aller à gauche, à droite et de demander conseil. Même ça votre CP là, prenez le temps. Parce que vous savez, on est CP, c'est-à-dire copine. Hein? On peut être copine parce qu'on boit ensemble. On peut être copine parce qu'on va à l'école ensemble. C'est un cadre, c'est un milieu qui fait qu'on soit copine avec quelqu'un. Quand on sort de ce cadre, la CP aussi voit autre chose en fait. Elle voit autre chose et puis, vous voyez un peu. Alors Stéphanie, ma cliente, organise son mariage. Elle a fait son mariage en 2 fois. C'est-à-dire, elle a d'abord fait le coutumier, ensuite elle a fait le civil. Donc, moi, souvent je conseille, mais je n'exige pas. Je ne conseille pas, c'est pas le mot. Je dis, je donne des suggestions. C'est ça le bon français. Parce que suggérer et conseiller, c'est pas la même chose. Conseiller, c'est comme si, bon, il y a des personnes qui peuvent prendre ça comme si on les méprise, comme si c'est avec, vous comprenez ce que je veux dire. Alors que quand on fait des suggestions, voilà, la personne comprend ça autrement. Vous savez qu'on n'a pas souvent le même niveau de compréhension de certaines choses dans la vie. Alors j'ai suggéré à Stéphanie que, ta dame de compagnie là, tu la connais bien. Oh oui, c'est ma CP, on est comme des sœurs, on s'était promis que, on avait dit que, machin, tout ça. Je n'ai rien dit. Moi, j'avais déjà eu mon intuition, mais je n'ai rien dit. Parce que quand les gens sont déjà dans leur mood, on leur laisse aller dans ça. C'est comme ça que pendant le mariage coutumier, ce machin, ça se passe bien et tout. Mariage civil, ça se passe bien. Quelque temps après, je pense dans les 2 mois, 3 mois, peut-être même 6 mois. Hein. Vous savez, quand les femmes se marient, elles partent. Après, il faut remettre de l'ordre. Hein. Il faut s'asseoir. Parfois, on est fatigué. Pas parfois. On est toujours fatigué quand on sort des mariages. On est fauché. Et puis, on est dans un nouveau... Vous voyez un peu, on veut donner une certaine envergure. On est maintenant femme mariée, voilà. Donc, ça prend du temps. Donc, quand une mariée ou une cliente ne revient pas me voir, moi, ça ne me dit rien. Je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Et que, bon, voilà quoi. Voilà comment 6 mois passent. 6 mois passent. La dame, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, je suis un peu grippée. La dame, donc Stéphanie, elle revient me voir. Mais je me rends compte que Stéphanie, elle a fané, elle n'a plus d'éclat, elle est fatiguée. Vraiment, c'est même pas comme si c'est une nouvelle mariée, quoi. On était seulement à 6 mois. C'est comme si c'était même pas une nouvelle mariée. Quand elle vient, oh non, ma chérie, voilà. Elle s'assoit, je dis, mais Stéphanie, ouais, c'est quoi le problème? Ah! Elle me dit, ma soeur, ma chérie, si je te raconte, tu ne vas pas croire. Je dis, à quoi? Elle me dit que, j'ai eu des problèmes, j'ai eu tellement de problèmes que je ne sais même plus là où mettre la tête. Je dis, comment ça? Oh non, le business que tu connais que j'avais ouvert de prêt-à-porter, ça s'est fermé. Oh, à mon travail là-bas. Et pourtant, les fonctionnaires, hein, à mon travail là-bas, ça danse. Mon patron ne m'aime plus. Les collègues là-bas me font ça dur. Je ne comprends plus depuis que je me suis mariée. Je dis, comment ça? Je dis, comment ça?
Elle me dit, et pourtant, je suis partie faire un certain travail avec les prêtres, et je suis catholique, on a essayé de faire et tout, pour faire asseoir le mariage, pour que vraiment il y ait la paix, tout ça. Mais apparemment, c'est pas ça. Je lui ai dit que, mais finalement, comment tu as fait? Elle dit non, elle a remarqué que tout n'allait plus dans sa vie. Le monsieur avec qui son mari, ils étaient ensemble depuis, mais après le mariage, c'était plus ça. C'était problème sur problème, problème sur problème, et des sérieux problèmes, pas des moindres. Les ex de ses copines, les ex-copines de son mari revenaient. Et ses propres parents, c'est-à-dire, on l'accusait de tout, on l'accusait de rien. Elle me dit, ma chérie, si c'était pas que je priais Dieu, j'allais même me suicider. Je dis, hein? Stéphanie, c'est arrivé là-bas. Elle me dit, mais parce que je ne dormais plus. Elle dit, c'est comme ça qu'elle est partie voir un prêtre exorciste dans une église de la place ici à Libreville. Elle est partie voir le prêtre à l'église. Certains prêtres n'ont pas bien vu. Certains prêtres lui donnaient des raisons ou non, c'est ceci. Mais elle-même, elle sentait dans son intuition que c'est pas trop ça en fait. Elle est maintenant partie voir un autre prêtre exorciste. Le prêtre exorciste l'a regardé comme ça, puis le prêtre exorciste a même souri. Il n'a pas souri parce que je sais pas, mais il a souri parce qu'il a vu que son malheur ne venait pas de loin. Il lui a demandé que, je dis, oui, ta dame de compagnie est où? Il dit, quelle dame de compagnie? Mais ta dame de compagnie, celle qui était avec toi au mariage coutumier, au mariage civil, elle est où? Il dit, non, elle est là. Il dit, non. Est-ce que tu la vois encore? Elle dit, non, mais bon, comme je suis dans mes choses et tout, je me suis dit, bon, on va se voir après. Il dit, ah bon? Et le prêtre lui a dit, tous tes malheurs viennent de ta dame de compagnie. Elle dit au prêtre, pardon? Comment ça? Le prêtre lui dit, voilà, madame, quand tu t'es mariée, vous savez, pendant le mariage coutumier, la dame sort, ça chante, il y a l'ambiance et tout. C'est la dame de compagnie qui est à côté. Vous voyez, non? Et quand la mariée arrive devant les deux tantes, il y a la famille du mari qui est là, il y a sa famille. Quand elle vient s'asseoir devant ses propres parents à elle, c'est-à-dire Stéphanie, elle s'assoit devant ses propres parents, forcément, vous voyez, il fait chaud, parce que souvent, le mariage, c'est en plein air. Et souvent, il fait chaud. Et la dame de compagnie avait des pochettes. Elle était toujours en train de tapoter la sueur. Notez bien ce que je suis en train de dire. Tapoter la sueur sur le front de la mariée. Hein? Quand elle transpire un peu, elle est là. Mais elle ne jetait pas les Kleenex là. Écoutez bien, elle ne jetait pas les Kleenex. Elle prenait les Kleenex, elle met dans sa poche, elle met dans le sac. Chaque fois qu'elle tapotait la sueur sur le visage de Stéphanie, c'est-à-dire Anne tapotait la sueur sur le visage de Stéphanie, elle ne jetait pas les Kleenex. Elle prenait ça et mettait ça dans le sac. Tout le monde voyait, mais on s'est dit, comme on est dans un site, c'est pour ne pas gaspiller, c'est pour ne pas... Voilà. Personne ne peut avoir cette pensée-là. Et c'est la même chose qui s'est passée au mariage civil. À la mairie, généralement, quand la mariée est sous le voile, moi je le dis parce que je l'ai remarqué, sous le voile, le voile chauffe. Donc, elle était là, toujours en train de tapoter. Et ce geste, beaucoup de gens disaient que non, mais vraiment, ça c'est une dame de compagnie, vraiment, elle est vraiment attentionnée, elle tient son rôle au sérieux. Mes amis, mes frères et sœurs, donc, quand elle finit de tapoter comme ça, elle prend un main dans le sac. Elle finit de tapoter comme ça, elle prend un main dans le sac. Maintenant, le mariage est fini, non? C'est maintenant ces pochettes-là. Elle a rassemblé toutes ces pochettes-là, elle a mis dans un bon sachet. Elle est allée chez les Noirs, chez les Nganga, elle a travaillé ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Elle est allée travailler pour que elle, la dame de compagnie, elle récupère, puisque c'est la sueur qu'elle a emmenée. Elle a emmené ça là-bas pour qu'elle récupère les chances de Stéphanie, le bonheur de Stéphanie, le mariage de Stéphanie, les business de Stéphanie et son poste de cadre dans un ministère de la place ici à Libreville au Gabon. Vous imaginez-vous la scène? Quand le prêtre lui a dit ça, elle était effarée, elle était dépassée.
En fait, elle m'a dit elle n'avait pas de mots. Elle était seulement fatiguée. C'est-à-dire ça lui a donné la fatigue. Oh, moi-même, je suis restée 3 minutes. Je la regardais sans rien dire. Je suis restée 3 minutes sans rien dire. Pardon, je suis grippée. Donc vous voyez un peu. C'est la dame de compagnie. Et l'histoire que je vous raconte là, ça fait pas longtemps. Parce que là où je suis en train de vous parler, le prêtre est en train de faire son travail spirituel. Prêtre catholique, il est en train de faire son travail spirituel, il est en train d'exorciser, il est en train, je ne connais pas comment ils font, hein. Mais ce que je peux vous dire, selon ce qu'elle m'a dit, c'est que le prêtre est en train de faire le travail. La première chose qu'elle ressent, c'est qu'elle commence à bien dormir. Elle commence à retrouver le sommeil. La paix entre son mari et elle, entre son chéri et elle, la paix est revenue. Un peu. Sur les business, elle dit que c'est pas encore ça. Au travail, elle dit que c'est pas encore ça, mais ça commence à diminuer. Elle sent encore qu'il y a des turbulences, mais c'est pas encore ça. Mais le prêtre lui a dit, ça va prendre du temps. Parce que la Gaule s'est préparée pour te faire le coup là. Donc les amis, vous connaissez la chanson, non? Prions, chaque chose mettons en prière. Restons vigilants. Exerçons le discernement que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné des capacités. Vous comprenez, non? Voilà. Mettons ça en avant. La seule chose sur cette terre qui peut toujours nous aider, qui ne tape pas poteau, comme disent les Ivoiriens, c'est la prière. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. La famille, toujours à l'hôpital. Mon histoire. Voilà, dans cet hôpital, dans cette station, se passe vraiment beaucoup de choses. Apparemment, c'est compliqué à l'hôpital, hein? C'est vraiment compliqué. Je ne raconte pas les histoires des malades, mais je raconte d'abord les histoires même entre ce qui se passe dans les stations. Vous voyez, le milieu hospitalier, c'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Quand tu es dans ce milieu, il faut vraiment être armé, il faut vraiment prier. Tu vis des choses, même entre collègues, que tu te demandes que, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est un jour, mais j'étais dans ma station toujours comme ça. Je vivais tellement de choses, tellement d'oppression, tellement de trucs. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais tellement oppressée. J'avais l'impression qu'on ne voulait plus que je sois là-bas. Qu'on voulait même me chasser de là. J'étais tellement oppressée. Mais lorsque je dors, je rêve que je suis allée dans ma station. Je suis allée entrer dans la salle où on occulte les malades. Parce que dans une station, il y a une salle où les médecins auscultent les malades. J'étais là-bas. Dès que je vais ouvrir la porte, je vois un gros crocodile, les amis. Un gros crocodile couché au sol qui me regardait comme ça à l'entrée. Dès que j'ouvre la porte, comme ça, je tombe sur le crocodile. Alors, je referme tout simplement la porte. Et vu que je parle et je me rapproche d'un médecin, je lui dis que, mais comment se fait-il que dans la salle où on ausculte les malades, il y a un gros crocodile là-bas comme ça. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit que, mais comment tu poses cette question? Donc, tu ne sais pas ce qui se passe ici? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'a encore regardé comme ça. Elle a secoué sa tête. C'est pour dire que, mais celle-ci, elle pense qu'elle est où? Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je vois ce crocodile? Pourquoi? Et le lendemain, je me suis réveillée. Le lendemain, donc, dès que je viens au travail, ce médecin, c'était une femme, hein? C'était une personne que quand on se voyait à chaque fois, on se lançait les paroles, on s'amusait, on riait. Le lendemain, je vous dis, comme les rêves, les amis, les rêves parlent. Dieu vous parle à travers les rêves. Donc c'était comme ça la vérité. C'était vraiment que cet endroit n'était pas simple que ça, comme je pensais. Donc je l'ai regardé.
Elle est passée, donc elle ne m'a pas regardé dans les yeux, elle est passée, elle ne m'a pas dit bonjour. Mais ce jour, j'étais étonnée. J'ai dit, mais cette femme, je l'ai vue la nuit et je suis allée vers elle. J'ai vu un truc, je suis allée vers elle, lui poser des questions. Mais ce matin, curieusement, elle ne me regarde pas, elle ne me salue pas. Quelqu'un avec qui je m'amuse tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que ce que j'ai vu la nuit est vrai alors. Et c'est comme ça toute la journée. Je la rencontre, elle ne me regarde pas. Elle tourne, je regarde tout droit devant elle comme si elle ne me voyait pas. J'ai donc compris que, oh, Dieu est en train seulement de me montrer que là où tu es là, tu es entouré que ce manque d'ennemis. Tu es dans un endroit où il faut faire attention à toi. Fais attention à toi. Et le lendemain, je rêve. Je dors toujours. Hein. C'était toujours le lendemain. C'est juste pour continuer l'histoire, pour ne pas revenir raconter celle-ci. Elle écoute. Le lendemain, je rêve encore. Comme ma chefine, la chef de ma station, comme je vous parlais tantôt, elle est venue soulever mon oreiller pour mettre quelque chose sous mon oreiller, sous ma tête. Je regardais le mur. Elle est venue alors derrière moi. Je regardais le mur dans mon rêve. Donc j'étais couché, mon dos, je regardais plutôt le mur. Elle a essayé de vouloir soulever un peu mon oreille pour mettre quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un. Donc dans le rêve, j'attrape ses mains. J'attrape ses mains. Elle arrache ses mains dans mes mains. Son bras dans mes mains. Elle fuit. Elle disparaît. J'ai dit waouh. J'ai dit ok. Donc vous venez même dire jusqu'à chez moi m'attaquer. Le lendemain, j'arrive à l'hôpital. Elle fait pareil que le médecin là. Elle m'a fui toute la journée. Elle m'a fui toute la journée. Elle ne me... Donc, c'est comme si peut-être ce que j'avais vu dans le rêve là était vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'elle m'a fui, je n'ai pas compris. J'ai dit ok. Donc, c'est vrai que tu as essayé de venir me mettre quelque chose sur la tête. Parce qu'en ce moment-là, j'avais tellement mal à la tête. La famille. J'avais tellement mal à la tête. Dès que ça allait un peu comme ça, je partais à l'hôpital, ça recommençait. Dès que ça va comme ça, je vais à l'hôpital, ça recommence. Toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça. Jusqu'au jour que j'ai attrapé la femme là. J'ai dit, oh, donc c'est vous qui venez me mettre les maux de tête. J'ai commencé à prier et confier ma vie à Jésus. Commencer à prier pour ça. Je vous jure, aujourd'hui, je vais mieux. Parce que j'ai passé au moins 2 ans à avoir les maux de tête. Chaque fois, je faisais le scanner. Parce que tellement mes maux de tête, c'était comme une crise. Tellement ça me faisait mal. Et quand ça commençait vraiment... Et quand je venais avec que j'ai tellement mal à la tête, oui, il faut pas les comprimer. Il faut. Tu vois. Alors que les gens savaient ce qui se passait. La famille, faisons attention à nous, franchement. Même le lieu de nos services, c'est tout. Même les lieux de nos services sont compliqués. Ce n'est pas seulement dehors ou bien dans la famille. Même là où on travaille. Nous devons faire attention partout. Partout où nous allons. Nous entrons dans un marché, on fait attention. On va dans un supermarché, on fait attention. On va dans les endroits publics, on fait attention. Faisons seulement attention à nous et prions les amis. Prions. Ne cessons pas de prier. Parce que ce n'est que la prière qui nous sauve. Franchement. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao. Partagez, likez.